C'est parti. Un constat, un combat. Dans un monde où une information en chasse une autre, de crise en crise, toujours ramené dans le présent, bienvenue dans la zone libre pour prendre un peu de hauteur. Dans une société de plus en plus dysfonctionnelle confinant à la dystopie, pour éviter le pire, un constat, un combat. Aujourd'hui, en partenariat avec la revue Disruption, la revue libre de mai, partie 1. Eh bien, bonsoir à tous. Merci de nous accueillir. Merci Flavie pour cette émission. Nous sommes exceptionnellement en reportage sur le terrain à Bruxelles. Nous avons trouvé une petite chambre pour pouvoir s'immerger, excusez-moi, s'immiscer quelque part dans la vie bruxelloise et pour découvrir la mégalopole européenne. Bonsoir Flavie, alors, comment vas-tu? Ça va, merci. Comment te plaît cette belle ville? Bah écoute, intéressant. Contrasté. Eh bien, ce qui est amusant, c'est que pendant que nous sommes à Bruxelles, Xi Jinping rend visite à Macron. Il n'est pas allé jusqu'à Bruxelles. C'était Van der Leyen l'a rejoint. Ah oui. Donc voilà, peut-être que tu peux nous faire un petit topo de cette visite. Bruxelles s'est déplacé à Paris. Alors oui, non, je voulais juste dire qu'il avait signé une tribune qui était publiée dans le Figaro, peut-être ailleurs aussi. J'ai fait l'erreur de ne pas vérifier si ça avait été publié par d'autres médias, dans lequel il s'adresse à la France, en tout cas. Et alors, il y a quelques messages à faire passer, qui sont les suivants. Hein. Donc, une promesse d'ouverture des marchés chinois aux entreprises occidentales. Il dit aussi comprendre les enjeux de la guerre en Ukraine pour les Européens. Il flatte la grande civilisation qu'est la France. Et il a... donc, attendez, je ne voudrais pas être un peu confuse, mais il a 3 messages qui sont bâtir un avenir des relations sino-françaises, en faisant remarquer qu'il célèbre le 60e anniversaire des relations, enfin depuis De Gaulle, des relations sino-françaises. Il souhaite une coopération sur l'aéronautique, le nucléaire civil et en marchétière. Est-ce que tu sais ce que sont les marchétières, David? C'est un nombre d'opérations et de partenariats qui semblent importés à la puissance chinoise. En tout cas, ce qui est intéressant avec ce voyage, c'est le choix de la France et de voir le choix de Macron d'amener Van der Leyen. Il ne faut pas oublier que Xi Jinping a quand même un lien et un respect particulier pour la France. Je ne sais pas si c'est lié à De Gaulle ou simplement aux différentes amitiés dont ont fait preuve les Français. On sait par exemple que Raffarin s'est rendu en France et que c'est des choses qui ont été quand même... Raffarin s'est rendu en Chine, tu veux dire? En Chine, pardon. Raffarin a fait des affaires avec la Chine depuis très très longtemps. Oui, mais c'est des choses auxquelles les Chinois sont très sensibles, le respect, le temps long. Et mine de rien, la France jouissait, je crois, encore d'une relative bonne image, même si beaucoup d'affronts diplomatiques sont venus de la France vers la Chine, donc peut-être que c'est des choses qui se sont malheureusement détériorées. Néanmoins, je trouvais le geste chinois plutôt engageant, en fait, cette volonté de venir voir la France. D'un point de vue purement européiste, on peut aussi souligner peut-être que c'est aussi peut-être une façon de diviser les acteurs. Difficile à dire, en tout cas... je trouvais ça plutôt de bon augure et j'ai trouvé la réception des autorités françaises assez médiocre. Ah oui, je termine juste sur les messages à peu près, on peut parler peut-être de la réception. Donc, ils précisent qu'ils sont surtout en demande d'importation de produits agricoles et cosmétiques. Il mentionne le 75e anniversaire de la Fondation Chine Nouvelle. Alors, on remonte à 54 Zhou Enlai, mais enfin, ça ne fait pas tout à fait 75, ça fait un petit peu moins de 75 ans, dans lequel il précise que la Chine n'est rentrée, n'a provoqué ou n'a participé à aucune guerre. 5% de croissance annuelle en Chine pour le moment. Il salue aussi le développement d'usines chinoises en France de batteries pour le développement vert. Pour aller plus vite, il s'est engagé à ne pas jamais recourir à l'arme nucléaire en premier. Je mélange un peu tous les sujets, mais je suis un peu en batterie. Et sur les conflits en ce moment qui occupent l'Occident, donc sur l'Ukraine, il prône un règlement pacifique, il conseille d'observer la Charte des Nations Unies et donc de prendre en compte les préoccupations sécuritaires légitimes des différentes parties. Pour la Palestine, il prône la solution à 2 États.
Et pour terminer, il cite Confucius sur l'harmonie dans la diversité, mais aussi Romain Rolland. Ce qu'il cite de Romain Rolland est la phrase suivante: n'avoir plus à penser par soi-même, se laisser diriger, cette abdication, c'est le noyau de tout le mal. Est-ce que c'est un message à la France? Difficile de ne pas y voir un affront pour la politique française, sachant que ce que tu as dit précédemment ressemble un peu à une position gaulienne. En tout cas, ça a été la position qu'a essayé de tenir De Gaulle. Je ne sais pas comment ce sera reçu. J'ai l'impression que l'Occident, même si le terme un peu galvaudé ne veut pas dire grand-chose, n'est pas très apte à entendre. Quelques critiques que ce fut, très honnêtement. Un coup d'épée dans l'eau pour moi. Je sais pas ce que tu en penses, mais moi je vois la position de Xi Jinping, enfin sa venue en tout cas, comme un relatif échec et un... Je sais pas, échec, ça dépend. Quand tu parles de la réception de la France, parce que lui, il a un message assez clair, peut-être qu'il rentre pas suffisamment dans les détails et qu'il a une position très neutre, donc qui est peut-être pas forcément très concrète. Mais quand tu parles de médiocrité de la réception, qu'est-ce que... On a vu principalement les hurlements, on a entendu Glucksmann, on a entendu des ministres, quand ils étaient interrogés par des journalistes, se dire des choses, oui, il faut confronter les Chinois face à la situation des Ouïghours, dont on ne sait pas grand-chose. Ah, on a vu quand même plutôt une offensive française au lieu d'une réception qui serait le minimum de la coutume diplomatique. J'ai bien peur que la France ne soit plus apte à cela. Surtout que le discours est très peu offensif, très passif. Très mesuré. Bon, après, tout ce qui n'est pas suffisamment pro-ukrainien est anti-ukrainien aujourd'hui. On est dans le tiers exclu dont tu parlais pour tout à l'heure. M. Glucksmann, évidemment, une solution qui prend en compte les préoccupations sécuritaires légitimes des différentes parties est très très provocatrice. C'est inaudible pour une partie de notre establishment et peut-être une partie de la population. J'ai plus l'impression que c'est plutôt nos élites atlantistes qui ne savent pas, qui ne sont plus du tout capables de dialogue. Je ne sais pas, peut-être que c'est des positions qui se tiennent. J'ai du mal à comprendre qu'on ne puisse pas faire la paix avec son ennemi, car on ne fait la paix qu'avec son ennemi. Alors, est-ce que tu veux dire quelques mots sur la position, justement, et de Raphaël non, le cher Raphaël Antovan et le prénom, Monsieur Glucksmann. Monsieur Glucksmann. Monsieur Glucksmann. En tout cas, bon, on va le réévoquer. Sur sa position et sur son parti. On va l'évoquer quand on va parler des élections européennes. En tout cas, il fait ce qu'il fait de l'agitation anti-chinoise. C'est un peu son positionnement. C'est un révolutionnaire professionnel, ce monsieur. Oui, voilà. Enfin, anti-chinoise, très 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 pro-ukrainienne et très pro-Israël sur les deux conflits majeurs qui nous occupent en ce moment. En tout cas, peut-être parlons du tiers exclu, qui est quelque chose à évoquer assez sérieusement, parce que ça va traverser les différents sujets qu'on va traiter. Alors, oui, on va peut-être citer quand même de qui réhabilite ce concept. C'est Alain de Benoît, donc le directeur de publication de la revue Éléments pour la civilisation européenne. Nous connaissons très peu. Alors, ce concept de tiers exclu, c'est-à-dire ce que précise Alain de Benoît, c'est que dans ce conflit, dans les deux conflits d'ailleurs, mais spécifiquement dans le conflit russo-ukrainien, en Europe, personne ne peut assumer cette position de tiers, c'est-à-dire de médiateur, de pacificateur et de capaciteur, on peut dire ça comme ça, capaciteur à trouver une solution au conflit. En fait, alors que l'Europe a toujours une démarche très très pacifiste, elle ne cesse de ne pas vouloir chercher une solution pacifique à ce conflit-là et d'être extrêmement... avec des désirs de belligérance assez poussés. C'est assez étonnant pour une Europe qui se dit pacifique depuis sa création. Moi, je serais plus mesuré. Moi, ce qui me surprend surtout, je ne sais pas si c'est parce qu'ils n'ont pas voix au chapitre ou si parce qu'ils n'existent pas, mais on n'entend pas dans l'espace médiatique de position pacifiste. Ce qui a toujours existé, je crois, historiquement. Pendant la Deuxième Guerre mondiale, les gens étaient pacifistes. Il y a toujours eu des pacifistes. Là, on voit quand même qu'on est dans une hystérisation du débat et c'est les premiers pas vers la montée aux extrêmes, pour reprendre la terminologie en vogue.
C'est assez inquiétant, on ne peut pas discuter, quoi. Le Alors, dialogue devient difficile. ce qu'on retiendra très rapidement de cet article, de cet éditorial plutôt d'Alain de Benoît, qu'on cite, parce que je pense que là, c'est un concept intéressant et dont on ne parle nulle part. La guerre a changé, la guerre traditionnelle s'apparentait au duel, mais on reconnaissait que chacun pouvait avoir ses raisons. L'ennemi d'hier pouvait même devenir l'allié de demain. Mais la guerre moderne, dit-il, n'est plus une guerre à juste ennemi, mais une guerre à juste cause, qui est un justus causa, qui est un terme médiéval, sans les limitations que celle-ci prévoyait encore. C'est une guerre donc idéologique, où le coupable moral remplace l'ennemi politique. C'est là que se situe la difficulté de ce conflit, parce que la neutralité est alors impossible, parce que si vous êtes neutre, ça veut dire que vous êtes déjà du côté de l'ennemi, et que vous êtes déjà un coupable moral. Oui, mais la morale et la politique ne font pas bon ménage, de surcroît de la géopolitique. Quand on a une morale et qu'on la considère comme celle que l'on doit mobiliser pour prendre des décisions ou pour agir, on refuse la morale de l'autre. L'Occident est dans le camp du bien, le camp du juste, et ça manque d'empathie. On ne comprend pas les intérêts de l'autre, on ne comprend pas les positions de l'autre, et comment dans ce cas-là négocier? En plus, on a été suffisamment loin pour associer Hitler à Poutine, mais comment discuter avec Hitler? Oui, Qui pourrait faire la paix avec Hitler? C'est pour ça que l'analogie est faite. Alors justement, Alain de Benoît cite Julian Freund, qui est un intellectuel qui a écrit, qui a signifié dans ses écrits l'importance du tiers dans le code des conflits. Il n'y a de tolérance possible que là où existe un tiers, écrit-il, car la disparition du tiers dans le contexte d'une situation de crise fait évoluer celle-ci vers le conflit. Les dictatures se caractérisent par le fait qu'elles ne reconnaissent pas le tiers, ce qui contraint les esprits à raisonner idéologiquement dans un cadre dual. C'est aussi la raison pour laquelle le droit n'est plus synonyme de paix aujourd'hui, la guerre étant à l'inverse perçue comme non-droit, le droit est aujourd'hui un auxiliaire de la guerre menée désormais au nom du droit. Je rajouterais quelque chose de beaucoup plus prosaïque. Il y a une hypocrisie bien plus profonde que ce problème philosophique que tu exposes. On est quand même les alliés du Qatar, de l'Arabie Saoudite, de Kagame, ou de régimes qui sont de véritables dictatures au sens plein du terme. On a quand même la sélectivité sur les dictatures qu'on ne tolère pas. Je crois que malheureusement... Bien sûr, pour ça, il y a l'hypocrisie majeure de ces positions occidentales. Pour terminer sur cette notion de tiers exclus, anthropologiquement, c'est une position anthropologiquement qui est extrêmement... et intellectuellement aussi, mais qui est extrêmement faible, puisque le refus d'admettre la naturalité de la guerre en termes anthropologiques est la cause majeure de cette évolution, et qui ne comprend, disait Henri Hude, philosophie de la guerre, moi je ne connais pas Henri Hude, mais qui ne comprend pas l'homme ne comprend pas la guerre, qui ne comprend pas la guerre ne comprend pas l'homme, et qui ne comprend ni l'un ni l'autre aura la guerre et la perdra. En tout cas, c'est une belle utopie d'espérer que la guerre disparaisse de l'humanité. Bon, ça reste une utopie. Mais ce qui est paradoxal dans cette opinion qui est donc dite pacifiste, et qui est donc fondée sur la sensibilité, c'est que finalement, au bout, elle est belliciste. Et je cite là, pour terminer, Alain de Benoît, c'est pourquoi les guerres menées au nom d'un idéal de paix définitive sont les plus effroyables, puisqu'elles appellent le Léviathan. En tout cas, on voit que le paradoxe historique reste présent. C'est au nom de la plus grande paix qu'on fait les plus grands massacres. Et j'ai l'impression qu'on n'est pas prêt de s'arrêter. Est-ce qu'on passerait à notre deuxième point ? Alors, deuxième point, on peut justement, puisqu'on est sur le sujet, commenter rapidement l'état de cette guerre ukraino-russe. Enfin, cette guerre ukraino-russe ou russo-occidentale par proxy ukrainien. Est-ce que c'est une guerre de proxy? Est-ce que c'est une guerre défensive? En tout cas, chacun aura sa lecture. Là aussi, j'invite à lire dans le même numéro d'Éléments, pourtant nous ne faisons pas publicité spécialement ce magazine, mais nous avons un entretien très long de Pierre Lelouch qui s'exprime
régulièrement sur les plateaux de télévision de service public sur lesquels, en général, il y a très peu de diversité. Et il essaye, avec quelqu'un comme Pascal Boniface aussi souvent, d'être une voix un peu alternative dans un débat en général très peu contradictoire. Donc j'appelle nos téléspectateurs, auditeurs à suivre l'analyse de Pierre Lelouch sur le conflit. Pierre Lelouch, quelques mots sur lui. Disons qu'avec Dominique de Villepin et Védrine, il est une des rares voix françaises à se détacher de cet unanimisme ambiant. Et il suit la situation ukrainienne depuis plusieurs décennies. Donc, il est tout à fait pertinent sur la question. En tout cas, il est courageux. Je veux dire, toute voix pour moi autre, toute voix un peu dissonante avec la Lali actuelle est le bienvenu. Qu'elles aient tort d'ailleurs, elles ont peut-être complètement tort, mais offrir des perspectives différentes paraît quand même le b.a.-ba d'une pensée intelligente. Si on ne peut pas entendre d'alternatives, premièrement, on se forge dans une pensée un peu simple, sans confrontation. Il faut essayer d'appréhender les objets par tous les angles, par toutes les perspectives. Il est important, et je salue ces personnages pour prendre des positions qui sortent de ce monolithe de la pensée. Pour aussi, je cite quelques commentaires. C'est un long article, mais qu'est-ce que je peux tirer de l'information pour vous ce soir de ce dossier. Il rappelle qu'une tentative de la dernière chance avait eu lieu en décembre 2021, lorsque les Russes avaient proposé un règlement diplomatique, immédiatement écarté par les Américains, qui prévoyait un accord de neutralité pour l'Ukraine, ainsi que le retrait des missiles occidentaux le long de la frontière polonaise. Voilà. Ensuite, auparavant, avant cette guerre, maintenant on dirait que la France se passionne, la France et l'Europe pour l'Ukraine. Moi, j'ai des amis qui se découvrent des grands-mères ukrainiennes. Ça devient le dernier truc à la mode d'avoir une grand-mère ukrainienne, pas russe, parce qu'en général, avant, on disait, bon, elle était ukraino-russe ou russe d'origine, enfin, russe et de la région. Voilà. Aujourd'hui, c'est ukrainien, surtout pas russe. Et il faut quand même rappeler que l'Ukraine n'a jamais intéressé grand monde, comme il dit, ni lors du traité de Versailles, ni dans les années 40, ni jusque l'après-guerre, jusqu'en 91, lors de la seconde indépendance. Il y a un livre qui a été consacré à l'Ukraine, réédité en 91 sous le titre « Le fantôme de l'Europe », que vous pouvez chercher éventuellement. Lors de la seconde indépendance en 91, George Bush Mitterrand ne voulait surtout pas d'une Ukraine indépendante car il privilégiait la stabilité régionale. Beaucoup d'Américains, même Clinton, Kissinger, Brzezinski évidemment, pensaient qu'un élargissement de l'OTAN était une catastrophe. Mais les pressions, donc nous précise Lelouch, les pressions du Pentagone, du complexe militaro-industriel et des puissantes diasporas polonaises et ukrainiennes aux États-Unis et au Canada, on en décidé autrement. Il faut toujours éloigner les va-t-en-guerre du pouvoir, sinon c'est exactement où ça se termine, c'est dans les fosses communes. Il n'y a pas grand-chose à en dire, en fait la situation est tellement dramatique, il est tellement désespérant de voir que tout ceci aurait pu en grande partie être évité. La vie humaine compte moins que les bons sentiments petits bourgeois. Bon, écoutez, c'est probablement pas nouveau, mais je trouve ça d'autant plus dramatique aujourd'hui où les gens ont un accès quand même assez immédiat à beaucoup d'informations. Et nous invitons nos auditeurs à lire et ne pas écouter leurs tripes. Merci. Il mentionne aussi, donc en mars 2022, il y avait un projet d'accord en 15 points qui évoquait un nouveau statut de neutralité pour l'Ukraine. Et les deux parties se sont rencontrées à plusieurs reprises en Biélorussie et en Turquie. Donc, qui a rompu les négociations? Excusez-moi, parce que je suis en train de lire un article sur lequel il y a un truc que je ne comprends pas. Boris Johnson s'est rendu à Kiev à ce moment-là et selon certaines informations, les Occidentaux auraient pesé sur Zelensky en persuadant qu'il pouvait et devait continuer le combat. Voilà, j'arrête là. Le quotidien allemand Die Welt et le Wall Street Journal a sorti il y a peu de temps, je crois, quelques semaines, les versions du traité de paix qui a été apparemment saboté par Boris Johnson.
Donc on commence à avoir un retournement d'une partie de l'establishment occidental qui commence à sortir la véritable version des faits. Bon, c'est une histoire navrante. C'est une zone navrante, oui, parce qu'aujourd'hui, l'Ukraine a perdu 20% de son territoire, qui est occupé actuellement donc, par la Russie. C'est une amputation de la partie la plus industrielle du pays, et en l'absence d'une vie politique stable, elle risque de devenir un État croupion. Nous rappelons que l'Ukraine est un des pays les plus corrompus. Il l'était avant la guerre, en tout cas. Ça ne risque pas de s'être amélioré. Il y a quand même 3 ou 4 milliards d'euros qui arrivent tous les mois en Ukraine. C'est quand même des sommes conséquentes. Il y avait 44 millions d'Ukrainiens avant la guerre, il n'y a plus que 33 millions. Alors, il ne s'agit pas de 10 millions de morts, bien sûr, c'est tous ceux qui sont partis. On parle de guerre en Europe, mais les stocks d'armes et de munitions sont vides, même si certains pensent que ça peut se rattraper très vite. Donc il y a un très très gros décalage entre les appels guerriers de notre président et l'absence du moindre effort budgétaire sérieux pour les armées occidentales. Je ne sais pas si tu fais ce parallèle, si cette image te vient à l'esprit de temps en temps. Moi, j'ai beaucoup pensé, en voyant la succession des événements autour de l'Ukraine, aux avions quittant l'Afghanistan. Oui, bien sûr. Ça risque de se terminer à peu près de la même façon. On voit encore un désastre américain. J'espère que ce sera un des derniers, je le souhaite. Il y a aussi une grande ambiguïté américaine, je cite cette phrase aussi, Biden lui-même a dit non au dernier sommet de l'OTAN à Vilnius, été 2023, pas question de laisser entrer l'Ukraine tant qu'elle est en guerre avec la Russie, laisser entrer l'Ukraine dans l'Europe. On ne peut pas laisser entrer dans l'Europe un pays en guerre, ce qui ironiquement revient à lui donner à donner un droit de veto à Moscou et constitue une magnifique incitation pour ne jamais terminer cette guerre. Bon, en tout cas, voilà, c'est accablant. C'est assez triste. J'espère que dans les prochaines années, on pourra discuter, faire un peu d'histoire, et que nous ne continuerons pas à trouver des ennemis partout pour maintenir un système moribond. En parlant de système moribond, est-ce qu'on peut parler des élections européennes ? Oui, j'avais envie de rajouter juste une petite chose, mais sur l'OTAN. Le premier secrétaire de l'OTAN avait déclaré au moment de la fondation NATO is about keeping the US and the Germans down and the Soviets out. Je crois que c'est pas nécessaire de traduire. Si, il va être nécessaire de traduire. Donc il s'agit de garder les États-Unis évidemment dans l'OTAN, ça c'est clair, les Allemands en situation de faiblesse et les Soviétiques dehors, bien sûr. Et à la fin de la guerre froide, l'OTAN s'est retrouvée sans raison d'être et a inventé un nouveau slogan, NATO must go out of area, otherwise it will go out of business. Donc ça veut dire que l'OTAN doit faire des guerres extérieures, sinon elle n'a plus de raison d'être. Les Américains ont l'avantage de dire ce qu'ils font et de faire ce qu'ils disent. Oui. Ah non, faire ce qu'ils disent, non. Je me trompe. Non. Dire ce qu'ils font. Dire ce qu'ils font, en tout cas. Est-ce qu'on peut passer sur cet immense moment que nous attendons tous, le 9 juin, chacun va voter en son âme et conscience pour l'avenir du continent. L'avenir du continent et de l'Union européenne, qui sont deux choses. Ah, tu distingues les deux ? Quelle malpensance. Alors, il y a une grande montée, David, des mouvements anti-Europe et des extrêmes droites, comme dirait notre président français. On parle plus de l'extrême droite, mais des extrêmes droites. Je suis sûr qu'il y a un portefeuille, pour reprendre le langage macronien ou pour reprendre un langage plus joyeux, un bouquet de fleurs de l'extrémisme en Europe qui fleurit, effectivement. On voit, certains diraient la voix du peuple, la voix des peuples, paraphraser. D'autres y voient une inquiétante montée du complotisme, du populisme et des choses les plus noires. Des retours aux heures les plus sombres. En tout cas, on voit du changement en Europe. Il y a la montée, en effet, donc en France en tout cas, des groupes qui incluent donc Reconquête et RN. Ça c'est clair. Donc c'est une élection à un tour, donc ça va se disperser un petit peu, hein, au niveau de... Après, les configurations des groupes sont assez complexes à l'Europe, donc je sais plus dans quel groupe est Zemmour, enfin Reconquête.
C'est pas du tout dans le même groupe On que fera le RN. Donc, je on pense qu'on fera une fera émission qui un précise un peu. exposé sur les élections européennes et nous vous invitons à rejoindre tous les mercredis la table ronde sur le Discord pour discuter des élections. Nous lirons les programmes et nous rentrerons dans la matière. Donc, a priori, malgré la montée de ces partis des extrêmes droites, il ne devrait pas y avoir de grands bouleversements. Le PPE va rester le groupe majoritaire, qui est donc, en gros, la CDU allemande et les Républicains français, donc un parti de centre ou centre-droit. Puis après, vous avez les chrétiens-démocrates et les sociaux-démocrates. Ça devrait se stabiliser toujours dans cette même configuration. Après, il y a aussi une chose qu'on peut ajouter, c'est que l'extrême droite, ou les extrêmes droites, justement, ne sont pas unies, par exemple, parce qu'elles divergent sur beaucoup de points. En général, elles sont d'accord sur la maîtrise de l'immigration, mais sur le rapport à l'économie, au libéralisme, c'est souvent plus compliqué. Disons que, par exemple, Reconquête est plus libérale que le Rassemblement national, même s'ils sont assez souverainistes quand même, en même temps. Chaque pays voit des lignes de fracture différentes. Il y a les lignes de fracture selon les pays, et sur l'Ukraine, le conflit, par exemple, là, il y a des divergences énormes. L'AfD, par exemple, L'AfD veut sortir de l'OTAN et retourner à une amitié avec la Russie. J'ai l'impression que les élections allemandes vont être les plus importantes. On sent quand même qu'il se passe beaucoup de choses en Allemagne. N'oublions pas les retombées extrêmement dramatiques de l'explosion de Nord Stream 1 et 2 qui ont vraiment mis à genoux l'économie allemande. On voit une Allemagne beaucoup plus aux abois et les partis dits populistes pourraient amener un vent de renouveau dans ces pays. Étant donné le poids de l'Allemagne au sein des institutions et plus généralement sur le continent, on pourrait penser que les choses risquent d'être lourdement impactées dans la mesure du poids des élections européennes par ce qui se passe en Allemagne. Je ne sais pas ce que tu en penses. Ouais, je suis d'accord avec toi. En France, il faut parler d'un candidat, je souhaite vraiment vous en parler. C'est un certain Glucksmann qui a été travaillé en Géorgie après un coup d'État, qui a épousé la ministre de l'Intérieur, je crois, qui s'est fait naturaliser après pour aller travailler dans le gouvernement ukrainien d'Euromaïdan pour finalement se présenter à la présidence française. Je ne sais pas qui appuie cette personne, si les passeports sont des choses que l'on donne dans des boîtes en chocolat et les accès à des révolutions de la même manière. En tout cas, le personnage est extrêmement curieux. Je vous invite tous à lire son Wikipédia. Je ne sais pas pour qui ce personnage travaille. En tout cas, c'est un bon employé. Je vous invite à tous voter pour lui. Merci beaucoup. Bon, en tout cas, à vous renseigner sur son CV, sur son passif, avant de s'enthousiasmer pour cette nouvelle gauche, qui n'en est a priori pas une. Et je pense que toutes les promesses sur la question économique qu'il peut faire, qui peuvent être éventuellement intéressantes, ne seront jamais tenues. Après, je voulais aussi commenter une émission que j'avais vue sur Arte, sur une députée belge, flamande, belge, je sais plus, enfin, flamande, qui veut qui est à l'initiative d'un projet de loi qui contraindrait les entreprises européennes à dévoiler le mapping, en gros, de leur chaîne de production, pour qu'il y ait une chaîne de production plus vertueuse et qu'elles évitent de sous-traiter dans des conditions souvent les pires humainement dans des pays en développement, ou peu en développement d'ailleurs. Bon, ces personnes me paraissaient très combatives, pleines de bonne volonté. J'aurais tendance à dire aussi très naïve. Évidemment, le PPE, la plupart des membres du PPE étaient farouchement contre cette loi. Et je ne sais pas ce qu'elle parviendra à faire. Je pense que ce sera un échec, a priori, parce que ça remet en cause en fait les fondements même du système européen, enfin aussi de ce que peut promulguer, sans le dire, l'Europe sur la question des... Mais je serais moins négatif, il faut saluer les bonnes volontés. Tu sais, un entrepreneur, un industriel, il prend le prix et la qualité qui lui correspond, et des fois se tisse des lignes
des lignes logistiques un peu longues, un peu complexes. Il ne faut pas voir du mal partout, mais il est certain qu'il est très ironique de demander aux citoyens européens de faire des efforts, de se faire taxer, quand on voit des fois le parcours de certains produits. C'est un paradoxe qu'il faut, ou en tout cas une injustice qu'il faut, Non, mais là, David, nettoyer. je crois que je ne suis pas forcément si négative que ça. C'est que je crois qu'aujourd'hui, la vie économique de ces multinationales repose sur ça, repose sur le fait de produire dans les pays à moins 10 ans, comment dire, social. Ça repose sur ce système-là. C'est le fondement, c'est le socle sur lequel repose la vie du libéralisme aujourd'hui, d'un libéralisme dévoyé. On peut après l'appeler comme on veut, néolibéralisme, ultralibéralisme, ça fera partie d'un débat éventuellement sur cette chaîne aussi. Ça repose sur ça. Ça nous emmènerait trop loin, donc je te propose de terminer cette excellente revue de presse. Je vous rappelle que le site où vous pouvez télécharger gratuitement la revue de presse, la revue scientifique Disruption avec le premier numéro, la grande réification, est en ligne, parfaitement gratuit, que les activités du Discord sont particulièrement riches. Le mercredi, nous faisons du soutien scolaire. Le mardi, excusez-moi, du soutien scolaire. Le mercredi, nous parlons des élections. Le jeudi, nous faisons une table ronde sur un sujet au choix. Nous vous invitons à nous rejoindre. Nous saluons notre excellente régie, notre bon Noah, sans qui tout ça ne serait pas possible. Madame Flavie, à bientôt. Monsieur David, à bientôt. À la semaine prochaine. À bientôt. Dans la société des dysphories contemporaines, il faut garder son esprit critique, soutenir la zone libre, s'abonner à ses réseaux et partager. Dans une société des crises, en dissolution, être dans la zone libre, c'est passer du constat au combat.